Chapitre 1 L'ombre d'une légende. James Potter avança lentement sur le quai étroit, le long du train, fouillant chaque compartiment d'un regard aussi nonchalant que possible. Ceux qui étaient déjà à l'intérieur penseraient probablement que James cherchait quelqu'un, un ami, ou un groupe de camarades de son année, avec lesquels passer du bon temps durant le voyage. Du moins, c'est ce que James espérait. Pour rien au monde, il n'aurait voulu que les autres devinent sa nervosité. Malgré l'air bravage qu'il avait affiché devant son jeune frère, Albus, James avait l'estomac noué et douloureux, comme s'il avait avalé l'une des pastilles de gerbe de son oncle George. Il ouvrit la porte du Poudlard Express au bout du wagon et avança d'un pas prudent dans le couloir. Le premier compartiment qu'il trouva était rempli de filles. Elles parlaient avec animation, de toute évidence les meilleures amies du monde, alors qu'il était probable qu'elles venaient à peine de se rencontrer. L'une d'entre elles leva les yeux et aperçut James qui les regardait fixement. Aussitôt, il détourna le visage, comme s'il cherchait à voir derrière elle, par la fenêtre. Sur le quai, l'activité était toujours animée. Les joues brûlantes, James se remit en route. Si seulement Rose avait 1 an de plus, elle serait là avec lui. Ce n'était qu'une fille, bien sûr, mais c'était aussi sa cousine, et ils avaient grandi ensemble. James aurait apprécié la présence d'un visage familier. Bien entendu, il y avait Ted et Victoire dans le train. Mais Ted était en 7e année, aussi il avait été rapidement absorbé par la masse bruyante de ses amis. Il avait à peine eu le temps d'agiter la main avec un clin d'œil en direction de James, avant de disparaître dans un compartiment bondé, d'où émanait une musique tambourinante. Victoire, qui avait 5 ans de plus que James, l'avait bien invité à venir s'asseoir auprès d'elle. Mais James ne se sentait pas trop à l'aise avec cette cousine-là. Il n'avait aucune envie de l'écouter bavarder sans fin avec les 4 autres filles de son compartiment sur les bienfaits du maquillage à la poudre de perlimpinpin ou des sortilèges concernant les soins capillaires. Victoire avait du sang Vélane et jamais aucune difficulté pour se trouver des amis des 2 sexes. De plus, James sentait bien qu'il était important pour lui de se débrouiller seul, malgré son sentiment d'abandon. Ce n'est pas tant qu'il redoute d'aller à Poudlard. Il avait attendu ce jour quasiment toute sa vie, depuis qu'il avait été suffisamment âgé pour comprendre ce que signifiait d'être un sorcier. Sa mère lui avait alors expliqué qu'il existait une école spéciale, où un jour il irait. Un établissement destiné aux sorciers et aux sorcières, afin de leur apprendre à utiliser la magie. James brûlait d'anticipation à l'idée de ses premiers cours. Il voulait apprendre à utiliser la nouvelle baguette, récemment acquise, qu'il portait fièrement dans son sac à dos. Et surtout, il espérait briller au Quidditch, sur son premier vrai ballet. Il espérait peut-être faire partie de l'équipe. Peut-être. Mais c'était alors que son excitation se transformait en angoisse. Son père avait été le plus jeune attrapeur de l'équipe Gryffondor et de toute l'histoire de Poudlard. James n'avait aucun espoir de faire mieux qu'égaliser un tel record. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde attendait de lui, le fils aîné du fameux héros. Il connaissait l'histoire qui lui avait été racontée des dizaines de fois, mais jamais par son père. Comment le jeune Harry Potter avait réussi à attraper son premier vif d'or en plongeant littéralement de son balai en plein vol, manquant avaler la petite balle dorée dans son enthousiasme. À chaque fois, ceux qui racontaient cet épisode s'esclaffaient à ce moment-là. Et, si son père était présent, il se contentait de sourire, un peu gêné, tandis que tous les autres lui envoyaient de grandes bourrades dans le dos. À 4 ans, James découvrit le fameux vif d'or, rangé dans une boîte à chaussures, sur la dernière étagère du buffet du salon. Sa mère lui expliqua qu'il s'agissait d'un cadeau que le vieux directeur de l'école avait fait à son père. Les petites ailes de la balle ne fonctionnaient plus très bien, et l'or de son revêtement s'était terni. Pourtant, James resta tétanisé devant sa découverte. C'était le premier vif d'or qu'il voyait d'aussi près. La balle lui parut à la fois plus petite et plus grande que ce qu'il avait imaginé, et son poids dans sa main était impressionnant.
C'est le fameux vif d'or, se répétait James émerveillé. Celui de l'histoire, celui que mon père a gagné. Il demanda à Harry la permission de le garder dans sa chambre, rangé dans la boîte à chaussures, du moins tant qu'il ne jouait pas avec. Son père accepta. Fou de joie, James emporta son butin qu'il cacha sous son lit, juste à côté de son balai-jouet. Il prétendit que le recoin noir, sous sa tête de lit, était son casier de Quidditch. Il passa de nombreuses heures à jouer sur l'herbe, plongeant et récupérant son vif d'or terni, tandis que résonnaient dans sa tête les cris enthousiastes d'une foule imaginaire. Mais qu'arriverait-il si James n'était pas le joueur de Quidditch que son père avait été? S'il ne savait pas s'y prendre? Oncle Ron prétendait que faire voler un balai était dans le sang des Potter, tout comme le feu était dans celui des dragons. Mais si James n'y arrivait pas, s'il était trop lent, trop maladroit, ou s'il tombait en vol, et s'il n'était même pas choisi pour faire partie de l'équipe de l'école. Durant tout le reste de sa première année, une telle déception pèserait lourdement sur lui. Depuis que son père avait quitté Poudlard, certaines règles avaient changé. Désormais, il y avait des élèves de première année qui entraient dans l'équipe de leur maison. C'était rare, mais pour James, échouer à le faire signifierait ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, être aussi brillant que le grand Harry Potter. Et si James n'était pas capable de jouer au Quidditch comme son père, ce qui était élémentaire, comment pouvait-il seulement espérer égaler la légende? Celle du garçon qui avait vaincu un basilic, gagné la coupe des 3 sorciers, et réuni les reliques de la mort, et aussi, dans la foulée, vaincu le vieux Voldy, le sorcier le plus dangereux qui ait jamais vécu. Le Poudlard Express crachota bruyamment de la fumée. Sur le quai, la voix sonore d'un contrôleur exigea la fermeture des portes. Dans le couloir, James se figea, accablé par la certitude morne que le pire venait déjà de lui arriver. Il avait tout raté, avant même de commencer. Brutalement, sa famille lui manqua si fort qu'il dut cligner des yeux pour retenir ses larmes. Il jeta un coup d'œil dans le compartiment suivant. Il n'y avait que 2 garçons à l'intérieur, et ils ne se parlaient pas. Chacun d'eux regardait par la fenêtre, sur le quai 9¾ tandis que le train se mettait en marche. James ouvrit la porte et se précipita vers la vitre, espérant voir sa famille restée sur le quai. Tout à coup, il avait un énorme besoin de croiser le regard de l'un d'entre eux, une dernière fois, avant qu'il ne soit trop tard. Il vit son reflet sur la vitre, éclairé par le vif soleil du matin. Au dehors, la foule s'agitait. Il y avait tellement de gens que jamais James ne retrouverait les siens dans cette masse grouillante. Désespéré, il scruta les visages. Et tout à coup, il les vit. Ils étaient restés à l'endroit où James les avait laissés, serrés en un petit groupe, debout et immobiles au milieu des autres, comme des rochers dans un cours d'eau. Il n'avait pas encore repéré James à sa fenêtre, ignorant dans quel compartiment il se trouvait. Oncle Bill et tante Fleur agitaient les mains vers un autre endroit du train, probablement pour dire adieu à Victoire. Son père et sa mère avaient un vague sourire aux lèvres, tout en fixant les wagons qui accéléraient, cherchant parmi les visages collés aux fenêtres. Albus se tenait près d'Harry, tandis que Lily serrait la main de sa mère, les yeux écarquillés, braqués sur la locomotive rouge qui sifflait. Tout à coup, Ginny repéra James, et tout son visage s'illumina. Elle prévint les autres. Harry tourna la tête et le vit aussi. Ses parents agitèrent la main, en souriant fièrement. Puis, sa mère s'essuya les yeux du bout des doigts, sans lâcher Lily. Si James ne leur rendit pas leur sourire, il les fixa aussi longtemps que possible, et se sentit mieux. Ils disparurent, tandis que le train prenait de la vitesse. James regarda encore un moment des inconnus massés sur le quai, puis le train passa sous un tunnel et quitta la gare. James soupira, lâcha son sac à dos qui tomba sur le sol et s'écroula dans un siège. Durant plusieurs minutes, en silence, James regarda Londres défiler derrière la vitre. Quand le train atteignit les faubourgs, les habitations devinrent plus rares et les zones plus industrielles. L'activité, en ce brillant matin, était à son comble.
James se demanda, comme il le faisait souvent, à quoi ressemblait la vie des personnes qui ne connaissaient pas la magie. Pour la première fois, il les envia, parce qu'ils allaient dans des écoles bien moins difficiles. Du moins, il le pensait. Au bout d'un moment, il détourna la tête et étudia les deux garçons qui partageaient son compartiment. L'un d'eux était assis à ses côtés, près de la porte. Il était très grand, avec une tête carrée et de courts cheveux noirs. Il feuilletait nerveusement un magazine intitulé « Magie élémentaire, que faut-il savoir pour bien débuter sa première année ?» James avait remarqué sur le quai le vendeur ambulant qui proposait ce magazine. Sur la couverture, un sorcier adolescent très sûr de lui portait une robe noire et brandissait une baguette avec laquelle il faisait apparaître différents objets, dont un arbre dont les fruits étaient des cheeseburgers. James n'en vit pas davantage, car le garçon tourna la page pour lire un des articles. Du coup, James tourna les yeux vers le blond qui lui faisait face et qui l'étudiait aussi, ouvertement, avec un sourire. « J'ai apporté un chat », annonça tout à coup le garçon. Étonné, James cligna des yeux, avant de remarquer la boîte posée sur le siège près du garçon. Il y avait une porte grillagée, et on voyait à l'intérieur un petit chat noir et blanc qui se léchait délicatement les pattes de devant. « J'espère que tu n'es pas allergique au chat », continua le garçon. « Oh non », répondit James, « je ne pense pas. À la maison on a un chien, mais ma tante Hermione a un énorme chat, plein de poils. Il est très vieux, et je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. »« Tant mieux, » dit le blond. Il avait un accent américain que James trouvait plutôt amusant. « Mes parents sont tous deux allergiques aux chats, alors je n'ai jamais pu en avoir, mais je les aime. Quand j'ai vu qu'on pouvait apporter un chat à l'école, j'en ai tout de suite voulu un. Il s'appelle Pouce. Tu as vu? Il a 6 griffes, une de trop sur chaque patte. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement magique, mais je trouve que ça en fait un animal intéressant. Et toi, qu'as-tu apporté ? » ?»« Une chouette. Il y a plusieurs années qu'elle est dans ma famille. C'est une vieille effraie des clochers, avec beaucoup d'heures de vol. Je voulais un crapaud, mais mon père prétend qu'il vaut mieux commencer avec une chouette. Il dit que c'est l'animal le plus utile pour sa première année. En fait, je pense qu'il veut simplement que j'en ai une parce que c'est ce que lui-même avait choisi d'avoir. » L'autre garçon eut un grand sourire. « Alors, ton père aussi est un sorcier ? Pas le mien. D'ailleurs, ma mère non plus. Je suis le premier sorcier de la famille. Nous avons juste découvert l'existence du monde magique l'année dernière, et je n'arrivais pas à y croire. J'ai toujours pensé que la magie était destinée aux petits gosses pour animer leur fête d'anniversaire. Tu sais, avec ces faux magiciens qui ont de grands chapeaux et qui te sortent des dollars d'argent de l'oreille, des trucs comme ça. Waouh! Toi, tu as connu l'existence de la magie toute ta vie ? À peu près. C'est plutôt logique quand les premiers souvenirs d'enfance sont l'arrivée des grands-parents pour Noël par le réseau des cheminées, répondit James, qui vit les yeux du blond s'agrandir. Bien sûr, je n'y trouvais rien d'anormal, je croyais que tout le monde faisait pareil. Le garçon poussa un long sifflement d'admiration. C'est vraiment dingue, tu as de la chance. Au fait, je m'appelle Zane Walker, et je viens des États-Unis, comme tu as pu le deviner. Cette année, mon père travaille en Angleterre. Il est dans le cinéma, ce qui est bien moins drôle qu'il n'y paraît. L'année prochaine, je retournerai probablement dans une école de magie américaine. Mais cette année, ce sera Poudlard. Et ça me va très bien. Sauf que, s'ils essayent encore de me coller du poisson ou des rognons au petit déjeuner, je vais péter un câble. Je suis contente de te connaître. » Il avait terminé son discours plutôt vite, et il tendit la main en avant. Un geste si automatique que James faillit éclater de rire. Il accepta cependant la main offerte, heureux d'avoir si vite trouvé quelqu'un à qui parler. « Je suis heureux de te connaître, Zane. Je m'appelle Potter, James Potter. » Zane se renfonça dans son siège et regarda James en penchant la tête d'un air curieux. « Potter ? James Potter ?» répéta-t-il. Comme d'habitude, James ressentit un léger frisson de fierté et de satisfaction. Il avait l'habitude d'être reconnu, même s'il prétendait parfois que ça le gênait. Zane plissa les yeux et eut un sourire de connivence. « Alors, agent 007, où es-tu » James perdit son sourire. « Pardon ? Quoi ? Oh, désolé, dit Zane.
tandis que son expression se faisait perplexe. « Je croyais que tu faisais une plaisanterie au sujet de James Bond. Avec l'accent que tu as, c'est difficile à dire. »« James qui ?» demanda James, avec la sensation d'avoir complètement perdu le fil de la conversation. « Et quel accent ? C'est toi qui en as un. »« Tu t'appelles vraiment Potter ?» Cette fois, l'interruption venait du troisième garçon qui partageait leur compartiment. Il avait quitté son magazine des yeux. « Oui, James Potter. »« Potter !» s'exclama Zane en tentant de façon ridicule de prendre un accent britannique. « James Potter !» répéta-t-il sur les syllabes. Il avait aussi levé le poing près de son visage, tandis que 2 de ses doigts pointaient vers le plafond, comme un pistolet. « Serais-tu le fils de Harry Potter ?» demanda le voisin de James en ignorant Zane. « Je viens juste de lire son nom dans un article qui rappelle les principaux événements du monde magique. Ce gosse semble avoir eu un rôle drôlement important. »« Ce n'est plus un gosse aujourd'hui, » dit James en riant. « C'est mon père. Et il paraît drôlement moins important quand tu le vois le matin manger des cornflakes en caleçon. » Ce n'était pas tout à fait vrai, mais ça mettait toujours les gens à l'aise d'imaginer le grand Harry Potter mener une vie normale. Le grand brun leva les sourcils, plissant légèrement le front. « Waouh, cool. Ils disent là-dedans qu'il a vaincu en duel le plus dangereux des sorciers noirs. Un mec qui s'appelait... Il jeta un coup d'œil à son magazine, le parcourant rapidement. « Je l'ai vu quelque part, Volda machin truc. » « Oui, c'est vrai, » admit James. « Mais franchement, maintenant c'est juste mon père pour moi. Cette histoire date d'un bail. » Mais le grand brun avait tourné les yeux vers Zane. « Toi aussi tu es né moldu, pas vrai ?» demanda-t-il. L'Américain le regarda avec des yeux ronds. « Quoi ? Je suis né... quoi ? » « Tu es né de parents non magiques, comme moi, » répondit le grand brun d'un ton sérieux. « J'essaie d'apprendre le langage des sorciers. Mon père prétend qu'il est important, dès le début, d'avoir des bases solides. C'est un moldu, mais il a quand même déjà lu l'histoire de Poudlard, d'un bout à l'autre. Durant notre voyage jusqu'à la gare, il a passé son temps à me poser des questions dessus. Essayez de me coincer, vous aussi. Demandez-moi quelque chose, n'importe quoi. » Il leur jetait des coups d'œil, passant de Zane à James. James leva les sourcils avant de regarder Zane, qui secoua la tête. Combien font 7 fois 43 ? Le grand brun leva les yeux au ciel et se renfonça dans son siège. Je parlais de Poudlard et du monde magique. J'ai acheté une nouvelle baguette, dit Zane sans plus se préoccuper de lui. Il se retourna pour fouiller dans son sac. Elle est en bouleau, avec un crâne de licorne à l'intérieur. Mais je n'arrive pas à la faire marcher, pour le moment. Et pourtant, je peux te garantir que j'ai essayé. Il leva sa baguette, encore enveloppée d'un papier jaune, et l'agita frénétiquement. « Au fait, je m'appelle Ralph, » dit le grand brun en rangeant son magazine. « Ralph Diddle. Moi aussi je viens d'acheter une baguette. Elle est en bois de saule, avec un poil de barbe de yéti à l'intérieur. » James sursauta et le fixa. « Un quoi ? » ?»« Un poil de barbe de yéti. C'est un animal qui vit dans l'Himalaya. Et c'est très rare, d'après le mec qui nous a vendu cette baguette. Il a demandé à mon père 20 galions. Compte tenu du change, c'est un sacré tarif. Je pense. » Puis il étudia les visages de Zane et James et s'inquiéta. « Qu'est-ce qu'il y a ?» James releva les sourcils. « Je n'ai jamais rencontré de yéti de l'Himalaya. » Ralph se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Bien sûr, mais au moins tu en connais l'existence, non ? Parfois, on les appelle les abominables hommes des neiges. J'ai toujours cru qu'ils n'existaient pas. D'un autre côté, ce n'est qu'à mon dernier anniversaire que mon père et moi avons découvert que j'étais un sorcier. J'ai toujours cru aussi que les sorciers n'existaient pas. Et maintenant, j'apprends des tas de trucs dingues, et tout ce que je croyais imaginaire est en fait la réalité. » À nouveau, il ramassa son magazine et feuilleta les pages d'une main, tandis que de l'autre, il les indiquait du doigt. « Juste par curiosité, » demanda James, une voix prudente. « Où as-tu acheté ta baguette ?» Ralph eut un grand sourire. « Eh bien, je dois te dire, je croyais que ce serait le truc le plus difficile à trouver. On ne peut pas dire qu'il y ait des marchands de baguettes magiques à chaque coin de rue, pas vrai ? Du moins, là où je vivais, dans le Surrey, ce n'est pas le cas. Alors nous sommes venus à Londres, en espérant qu'il y ait plus de choix dans une grande ville. Nous cherchions à trouver le chemin de traverse. Et là, miracle, nous avons trouvé un vendeur ambulant
dès que nous y sommes rentrés. Zane regardait Ralph d'un air intéressé. « Un vendeur ambulant ?» insista James. « Oui, bien sûr. Il ne montrait pas ses baguettes à tout le monde. En fait, il vendait des cartes pour les touristes. Mon père en a acheté une et lui a demandé où nous pourrions trouver le meilleur vendeur de baguettes de la ville. Mon père travaille dans l'informatique. Il installe des logiciels de sécurité pour des ordinateurs. Je vous l'avais déjà dit ? Enfin bon, peu importe. Il a demandé au marchand le meilleur vendeur de baguettes. Et on a eu de la chance parce que ce type était justement un spécialiste en baguettes. Il n'en fait que très peu, mais il les garde pour des occasions spéciales, pour des gens qui en ont réellement besoin. Aussi, mon père a pris la meilleure du lot. » James avait du mal à garder un visage impassible. « La meilleure du lot » répéta-t-il. « Oui » confirma Ralph, qui fouilla dans son propre sac à dos et en sortit un long paquet fin emballé dans du papier kraft. « Celle avec un poil de yéti » dit James. Tout à coup, Ralph lui jeta un coup d'œil en cessant son déballage. « Tu sais, quand tu en parles comme ça paraît complètement idiot, » remarqua-t-il d'un air morose. « Ah, zut !» Il écarta le papier marron et sortit un bâton d'environ 45 centimètres de long, aussi épais qu'un manche à balai. Le bout avait été limé et arrondi et peint d'un vert criard. Les trois garçons contemplèrent l'objet avec des yeux ronds. Au bout d'un moment, Ralph s'adressa à James d'un ton presque désespéré. « Tu crois que ce truc ne vaut rien du tout pour faire de la magie ?» James pencha la tête de côté. « Écoute, tu pourras toujours t'en servir pour tuer un vampire en lui perçant le cœur. Du moins, je présume. »« C'est vrai ?» demanda Ralph, rassénéré. Zane se redressa et pointa du doigt la porte du compartiment. « Regardez, génial, voilà de quoi manger. Dis-moi, James, tu as de l'argent sorcier ? Je te crève la dalle. » Une vieille sorcière, poussant un chariot de sucreries, s'arrêta devant la porte ouverte de leur compartiment. « Auriez-vous envie de quelque chose, mes mignons ?» Zane était déjà debout et il examinait de plus près ce qu'elle proposait sur son chariot. Il se tourna vers James et le regarda d'un air interrogateur. « Allez, viens, Potter. Voici ta chance d'accueillir comme il se doit des nés moldus dans le monde magique. Je suis sûr que les sorciers sont connus pour leur générosité. Moi, je n'ai que des dollars américains. » Il se tourna vers la sorcière. « Est-ce que par hasard, vous accepteriez les billets verts Yankee ?» Elle le regarda d'un air horrifié. « Les billets verts ? Pardon ? » « Pétard, je m'en doutais, » répliqua Zane avant de tendre la main vers James en agitant les doigts. James fouilla dans la poche de son jean, à la fois surpris et amusé par le culot de l'Américain. « Tu sais, l'argent sorcier, ce n'est pas de l'argent Monopoly, » dit-il d'un air de reproche, mais il ne pouvait pas cacher son sourire. Une fois de plus, Ralph leva les yeux de son magazine. Est-ce qu'il a vraiment dit pétard ? « Oh, regardez un peu ça !» s'écria Zane avec enthousiasme. « Des chaudrons en chocolat et des baguettes réglisse. Pas à dire, vous autres sorciers avez le sens de la métaphore. Enfin, nous autres sorciers, je veux dire. » James paya la sorcière et Zane retomba dans son siège, tout en ouvrant une boîte de bonbons. Plusieurs petites baguettes réglisse, de couleurs différentes, étaient alignées à l'intérieur. Zane en sortit une rouge, la brandit, puis la pointa vers Ralph. Il y eut un pop, et une pluie de petites fleurs violettes s'éparpilla sur la chemise de Ralph, qui baissa les yeux pour les regarder. « Incroyable !» dit Zane, avant de croquer dans sa baguette. « Je n'ai jamais réussi à faire ça avec ma vraie baguette. » James était à la fois surpris et heureux de découvrir qu'il avait oublié sa nervosité. Du moins presque. Il ouvrit une boîte contenant un choco-grenouille, rattrapa la bestiole au moment où elle sautait et lui croqua la tête. En regardant au fond de la boîte, il vit le visage de son père lui sourire. « Harry Potter, celui qui a survécu », disait la légende sur la carte. Il sortit la carte de la boîte et la tendit à Ralph. « Tiens, dit-il, voici un petit cadeau pour mon nouvel ami né moldu. » Ralph accepta la carte, mais sans la regarder. Il mâchonnait avec attention une des fleurs violettes que Zane avait produites. « Je ne suis pas certain, dit-il, mais à mon avis, c'est de la meringue. » Après l'excitation du départ, l'inquiétude et le plaisir de faire des rencontres, le reste du voyage parut particulièrement facile. James se retrouvait soit dans le rôle du guide, pour expliquer à ses deux nouveaux amis le monde de la magie, soit dans celui du spectateur,
dès que la conversation se tournait vers la vie moldue, avec des concepts qui lui étaient inconnus. Il trouvait incroyable que les deux autres aient passé autant de temps durant leur enfance à regarder la télévision, et quand ce n'était pas le cas, eux et leurs amis jouaient à des jeux vidéo, où ils faisaient semblant de conduire des voitures, d'avoir des aventures virtuelles, ou de pratiquer des sports qui n'existaient que sur leur écran. Bien sûr, James connaissait l'existence de la télévision et des jeux vidéo, mais vu que tous ses amis étaient des sorciers, il avait pensé que les enfants moldus ne s'adonnaient à de tels passe-temps que s'ils n'avaient réellement rien de mieux à faire. Quand il posa la question à Ralph, à savoir pourquoi faire semblant de jouer plutôt que de pratiquer un sport réellement, le grand brun se contenta de lever les yeux au ciel avec un grognement exaspéré, puis il jeta un coup d'œil à Zane, comme pour lui demander de l'aide. L'Américain envoya une grande claque sur le dos de James et répondit « James, mon pote, c'est un truc de moldu, tu ne peux pas comprendre. » En échange, James leur expliqua de son mieux ce qu'il connaissait de Poudlard et du monde magique. Il leur parla du secret qui entourait le château, et les sortilèges qui empêchaient qu'on le découvre, à moins d'y avoir été spécifiquement invité. Il décrivit les 4 maisons de l'école et le système des points pour gagner la coupe des 4 maisons, remise en jeu chaque année comme ses parents le lui avaient appris. Il essaya de son mieux de leur faire comprendre les règles du Quidditch, mais de toute évidence, les deux autres en restèrent perplexes et peu intéressés. Zane avait dans l'idée que seules les sorcières montaient sur un balai, d'après un film dont le titre était « Le sorcier d'Oz ». Faisant montre de patience, James tenta de les convaincre qu'aussi bien les sorciers que les sorcières volaient sur des balais, et que ce n'était pas du tout un truc de filles. Zane persista cependant à croire que les sorcières avaient la peau verte et de grosses verrues poilues sur le nez. À un moment, la conversation tourna à l'aigre. Le soir tombait, et le ciel devenait d'un violet pâle. À l'extérieur, les arbres se fondaient peu à peu dans l'obscurité. Un garçon plus âgé, avec des cheveux blonds coupés courts, frappa soudain à la porte du compartiment et l'ouvrit. « Nous arrivons bientôt à Poudlard, » dit-il d'une voix décidée. « Vous feriez mieux de mettre vos robes de sorcier. » Zane fronça les sourcils et le regarda d'un air inquisiteur. « Vraiment ?» demanda-t-il. « Il fait presque nuit. Vous êtes vraiment certain que nous y sommes obligés ?» Il avait prononcé « vraiment » avec un accent anglais caricatural, et le nouveau venu le regarda d'un air menaçant. « Je m'appelle Steven Metzger, 5e année, dit-il, et je suis préfet. Et toi ?» Zane se redressa d'un bond et tendit la main avec le même geste que celui qu'il avait offert à James au début du voyage, mais pas tout à fait dans le même esprit. « Walker, Zane Walker. Enchanté de te connaître, monsieur préfet. » Steven baissa les yeux vers la main tendue, puis décida, en faisant un effort visible, de la prendre et de la serrer. Puis, il s'adressa à l'ensemble du compartiment pour dire « Il y aura un dîner d'accueil dans la grande salle, peu après votre arrivée au château. Les robes officielles sont exigées. D'après votre action, monsieur Walker, continua-t-il en reculant d'un pas et en examinant l'Américain, je présume que vous êtes étranger au concept de s'habiller pour le soir. J'espère que ça vous viendra assez vite. » Il croisa le regard de James, cligna rapidement de l'œil et disparut dans le couloir. « Je n'en doute pas, » répondit Zane avec entrain. James dut aider Ralph et Zane à mettre leurs robes. Ralph l'avait enfilée devant-derrière et ressemblait à un jeune clerc de notaire. Quant à Zane, trouvant le look amusant, il avait fait la même chose exprès, en prétendant qu'il était important de créer la mode et non de la subir. James dut insister sur le fait que l'école et les professeurs prendraient ça pour de l'irrespect, avant que Zane consente, à contre-cœur, à remettre sa robe à l'endroit. James avait entendu parler, de nombreuses fois, de ce qui l'attendait à l'arrivée du train. Il connaissait l'existence de la gare de Poudlard. Il s'y était même rendu, de temps à autre, étant enfant, même s'il n'en gardait aucun souvenir. Il savait que les premières années seraient emmenées au château en bateau, à travers le lac. Il avait déjà vu des dizaines de photos du château lui-même, et pourtant, il découvrit que rien de ce qu'il avait appris ne l'avait réellement préparé à la grandeur solennelle du moment. Tandis que les petites barques traversaient le lac en créant un sillage en V sur l'eau étincelante, James regarda, émerveillé. Le spectacle lui parut encore plus superbe que ce qu'il attendait. Le château était énorme et surplombait un énorme monticule de roches. Il s'étendait très largement, avec ses tours et ses remparts,
chaque détail de sa structure, souligné d'un côté par les ombres de la nuit qui tombaient, et de l'autre par les derniers rayons du soleil couchant. Une multitude de fenêtres apparaissaient sur les murs du château, brillant d'une lumière jaune et accueillante, qui renvoyait des éclats d'or. L'ensemble était massif, énorme, et James en sentit le poids tomber sur lui, avec une expectative agréable. Tout son corps en fut traversé, et il eut la sensation de s'enfoncer, profondément comme un reflet, dans le miroir du lac. Tout à coup, il réalisa quelque chose auquel il ne s'était pas attendu. Après le premier moment de surprise, alors que les conversations reprenaient parmi les nouveaux élèves qui s'interpellaient d'une barque à l'autre et faisaient de grands gestes, James remarqua une autre embarcation sur le lac. Contrairement aux petites barques sur lesquelles lui et ses amis se trouvaient, ce bateau inconnu n'était pas éclairé par une lanterne. De plus, il ne s'approchait pas du château. Au contraire, il semblait s'en écarter. Et l'embarcation était plus importante, mais néanmoins petite, et presque perdue dans l'ombre, à l'autre bout du lac. Il n'y avait qu'une seule personne à bord, très mince, presque squelettique. On aurait dit une araignée. James pensa qu'il s'agissait d'une femme, et au moment où il s'apprêtait à se détourner de cette vision, après tout sans importance, la silhouette leva les yeux et le regarda, comme si elle avait remarqué sa curiosité. Dans le clair-obscur qui s'assombrissait, James fut presque certain que leurs yeux se croisèrent. Tout à coup, de façon inattendue, un grand froid le traversa. C'était bien une femme. Elle avait la peau sombre et le visage osseux, dur, avec de hautes pommettes et un menton pointu. Une écharpe était nouée en turban sur sa tête et lui cachait les cheveux. Tout en le regardant, le visage de cet inconnu ne démontrait ni peur, ni colère. En fait, on aurait dit un masque sans expression. Puis, elle disparut. James cligna des yeux, surpris, avant de réaliser que cette disparition était en réalité due à une haie de roseaux derrière laquelle le bateau s'était glissé. Il secoua la tête avec un sourire moqueur envers lui-même. Comme toutes les premières années, il était plutôt nerveux. Puis, il tourna les yeux vers le château qui approchait. Les élèves de première année débarquèrent dans la cour, dans un brouhaha d'excitation et de bavardage. James fut bousculé et poussé en avant par le reste du groupe, tandis que tous montaient les escaliers dans un corridor largement éclairé. M. Rusard les attendait, et James le reconnut à ses cheveux rares, son visage renfrogné, et surtout sa chatte, Miss Teigne, qu'il tenait au creux du bras. En regardant autour de lui, James aperçut les escaliers magiques qui changeaient de position sans un craquement ni un grincement. Les autres élèves poussèrent immédiatement des cris de surprise et de plaisir. Et tout à coup, ils se retrouvèrent dans la grande salle, dont les panneaux sculptés brillaient somptueusement dans la lumière des chandeliers. Tandis que tous les élèves s'agglutinaient les uns contre les autres, les conversations s'étouffèrent. Zane était debout, devant, l'épaule collée à celle de Ralph, qui avait quasiment une tête de plus que le reste du groupe. L'Américain tourna la tête et regarda James tout en agitant les sourcils avec un grand sourire. Les portes grincèrent et s'ouvrirent. De la lumière et du brouhaha jaillirent de la pièce immense qui révélait la grande salle dans toute sa splendeur. Les longues tables des 4 maisons s'alignaient, déjà remplies des anciens élèves, et il y eut des centaines de visages souriants, riant et papotant à découvrir. James chercha tête dans la foule, mais il ne le trouva pas. Un professeur très grand et légèrement voûté, qui les avait accompagnés jusque-là, se tourna tout à coup vers eux, avec un sourire d'une franchise désarmante. « Bienvenue à Poudlard, pour votre première année, » dit-il en élevant la voix pour couvrir les bruits de la grande salle. « Je suis le professeur Londubat. Vous allez être immédiatement répartis dans les différentes maisons. Dès que ce sera fait, vous vous installerez à votre table et le dîner sera servi. Suivez-moi. » Il se retourna et avança d'un pas vif qui faisait claquer les longs plis de sa robe. Les premières années le suivirent dans la grande salle. Tous se sentaient plutôt nerveux, et ils durent trotter pour rester derrière le professeur. James remarqua que Zane et Ralph renversaient la tête en arrière, le menton pointé de plus en plus haut. Il avait presque oublié le plafond magique. Lui aussi leva la tête, mais juste un peu, pour ne pas montrer à quel point il était impressionné. Plus il regardait, plus le plafond disparaissait, comme transparent, révélant de façon splendide et sidérante le ciel extérieur.
De nombreuses étoiles y brillaient, de leur lumière glacée, comme une poussière d'argent sur le velours sombre du ciel. Sur le côté, juste au-dessus de la table des Griffons d'or, une demi-lune montait, et son sourire figé ressemblait à celui d'un géant, à moitié fou. « Il a vraiment dit que son nom était Londubat ?» demanda Zane à James du coin de la bouche. « Londubat ? Ça ressemble presque à Lompopotin, non ?»« C'est Neville Londubat, » répondit James froidement. « Waouh !» chuchota Zane. « Vous autres, les Britanniques, avez à vous décoincer niveau humour. Avec un nom pareil, je ne sais même pas où ça peut s'arrêter. » Ralph lui indiqua de se taire, tandis que la foule autour d'eux faisait silence, ayant remarqué l'arrivée des premières années devant l'estrade des professeurs. James jeta un coup d'œil sur la table où ils étaient tous installés et essaya de repérer ceux qu'il connaissait déjà. Il vit le professeur Slughorn, toujours aussi gros et étrangement vêtu, comme ses parents le lui avaient décrit. James se souvint que Slughorn était rentré à Poudlard à contre-cœur et de façon temporaire, quand ses parents y étaient encore élèves. Et pourtant, il n'en était jamais parti. À côté de lui, il y avait le fantôme du professeur Binns, puis le professeur Trelawney, qui clignait ses yeux de chouette derrière ses lunettes gigantesques. Un peu plus loin, reconnaissable à sa taille minuscule, James remarqua qu'il était assis sur 3 énormes livres de cuir, se trouvait le professeur Flitwick. Il y avait d'autres visages que James ne reconnut pas, des professeurs arrivés depuis le départ de ses parents et qui lui étaient étrangers. Il ne vit pas Hagrid parmi les convives, mais James savait que le demi-géant était actuellement en mission chez les géants avec son demi-frère, Groupe. Il ne devait pas revenir avant le lendemain. Finalement, au beau milieu de la table, il vit la directrice de l'école, Minerva McGonagall, qui se levait et tendait les bras vers eux.